Salam alaikum. Donc, on va essayer de continuer sur le chapitre concernant les relations physiques entre contraintes et déformations. On a vu la première partie où on a démontré la relation entre les différentes contraintes, les 6 contraintes en un point quelconque avec les 6 déformations donc, dans le même point. Donc là, on revient sur cette partie-là et on a dit que l'intérêt de la relation contrainte-déformation réside dans la relation de cette partie-là entre la contrainte et la déformation. Bien sûr, ça nous permettra de compléter le processus de résolution puisqu'on va relier les efforts extérieurs qui sont de type force de surface ou bien force de volume avec les déplacements qui sont engendrés par l'action de ces forces extérieures en passant par les 3 équations d'équilibre et les 6 équations de compatibilité. Donc là, on a pu démontrer ces relations-là par la fameuse loi de Hooke où on a dit qu'on peut relier de façon linéaire les déformations aux contraintes. Pourquoi de façon linéaire? Parce qu'on a considéré l'hypothèse des petites déformations, donc d'une façon générale. Ces relations-là, on les a déterminées soit par la loi de l'attraction ou bien l'expérimentation de l'attraction simple lorsqu'il s'agit de contraintes longitudinales, soit par l'expérience du cisaillement simple lorsqu'il s'agit des taux. Et M. Hooke a déjà montré qu'une contrainte normale ne produira jamais de déformation angulaire et une contrainte tangentielle ne produira jamais de contrainte ou bien de déformation longitudinale. D'accord? Donc, dans ce cas, on a pu dissocier l'effet de sigma et l'effet de tau et on a obtenu ces 6 équations. 3 équations epsilon x, epsilon y, epsilon z et 3 équations angulaires gamma xy, gamma xz et gamma yz. D'accord? Donc, ce qu'on remarque dans ces équations, premièrement, j'ai dit que la relation est linéaire, obligatoire. Deuxièmement, on remarque que les 6 équations sont totalement définies par 2 constantes qui sont E et nu. Donc, vous voyez qu'au début, on est parti de théoriquement 36 constantes. On a dit qu'on peut déterminer d'une façon théorique 36 constantes pour relier 6 contraintes aux 6 déformations. Et vous voyez donc par la loi de Hooke, avec les hypothèses qu'on a prises dans la théorie de l'élasticité, les 36 constantes sont devenues uniquement 2 constantes E et nu. Bien sûr, G est égal à E sur 2 facteurs 1 plus nu, c'est la même chose que si vous prenez donc le G ou le E et nu, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est que les 6 équations sont totalement liées par les 2 constantes E et nu. Voilà. Donc, maintenant, dans certains cas, ces équations prennent une autre forme, d'accord, selon le besoin. Par exemple, en mécanique des sols, vous utilisez beaucoup plus les volumes. Et l'échantillon que vous considérez est un échantillon de volume, au lieu que ce soit un échantillon comme en RDM classique, linéaire. Si c'était en RDM classique en structure, c'est linéaire, et on prend donc des lignes droites. Et on essaie de travailler sur un axe X, Y ou Z. Par contre, en mécanique des sols, votre échantillon est beaucoup plus volumique, c'est-à-dire un volume qui est représenté par les 3 dimensions. Et dans ce cas, on est intéressé par regarder ce que dit la déformation volumique. On a déjà défini que la somme epsilon x plus epsilon y plus epsilon z, cette somme-là, est une déformation volumique, on l'a appelée epsilon phi. Donc, si je vais additionner les 3 équations ici, avec membre à membre, avec les 3 membres ici, on va obtenir donc une expression du type 1 sur E, facteur de 1 moins 2 nu, sigma x plus sigma y plus sigma z. Et dans ce cas, donc, vous voyez que j'ai toujours une déformation epsilon v qui est fonction d'une
contrainte sigma x plus sigma y plus sigma z. Bien sûr, vous avez remarqué que sigma x plus sigma y plus sigma z est le temps et la trace du tenseur des contraintes, les éléments qui se trouvent dans la diagonale. Donc, dans ce cas, on a toujours une déformation qui est égale à une contrainte multipliée par une constante 1 moins 2 nu sur E. Vous voyez que c'est toujours la même forme que la loi de Hooke. C'est pour ça qu'on l'appelle une loi de Hooke sous la forme volumique. Donc là, en mécanique des sols, vous aurez besoin de cette expression au lieu de travailler avec epsilon x, epsilon y ou epsilon z. Donc c'est plus pratique parce que ça fait quand même répondre donc à vos problèmes de mécanique des sols que j'ai dit, et c'est un problème où vous êtes beaucoup plus intéressé par ce qui se passe dans le volume au lieu que par ce qui se passe sur une distance ou une longueur définie. Dans ce cas, donc, vous êtes obligé d'utiliser cette expression. Un exemple de ce cas-là, on a un exemple, donc, c'est le cas de la pression hydrostatique. On a dit que le cas de la pression hydrostatique, on l'a appelé la pression donc uniforme, on l'a appelé la pression volumique, ce que vous voulez. L'avantage, c'est que dans ce cas-là, on a 3 contraintes normales qui sont les mêmes. Et les 3 contraintes tangentielles sont nulles. D'ailleurs, le tenseur de contraintes s'écrit comme ça, donc moins P et moins P. Je ne sais pas qui est en train donc de se connecter. Je vais essayer donc de l'inviter une fois pour toutes. Ça, c'est douche. Vous m'excusez hein, parce qu'il est en train donc d'insister. Douche. Donc de voilà. Pardon, donc là, j'ai un tenseur de contrainte uniforme, moins P, qui répond à ce type de... Je vous ai donné un exemple, c'est le cas d'un ballon qu'on est en train de gonfler, un ballon sphérique, donc on est en train de le gonfler, et dans n'importe quel point, vous avez une pression qui est la même. Dans ce type de problème, quel que soit, si vous prenez donc 3 directions, si vous prenez 3 directions quelconques, mais qu'elles sont perpendiculaires entre elles, ce sont des directions principales. Dans ce cas, on est obligé donc de prendre, quelles que soient les 3 directions, ce sera des directions principales. Donc si je remplace cette expression dans l'expression de la loi de Hooke qu'on a déterminée tout à l'heure, on a dit θ c'est sigma x plus sigma y plus sigma z, puisque c'est la même, ça va me donner moins 3p. Moins p, moins p, moins p, moins 3p. Dans ce cas, donc, j'aurai θ moins 3p qui est égal donc, ou bien epsilon v qui est égal à moins 3p facteur de 1 moins 2 nu sur E. La quantité E sur 3 facteur de 1 moins 2 nu, c'est appelé le module de dilatation cubique. C'est à peu près le module de Young dans le cas longitudinal. Maintenant, c'est volumique et c'est presque la même forme, donc, mais c'est dans le cas volumique. Ça, c'est un exemple. Deuxième cas, il se peut que dans certains cas, au lieu de travailler avec les déformations, j'ai besoin des contraintes en fonction des déformations. Là, tout à l'heure, c'était beaucoup plus si vous prenez ça, donc c'est des contraintes, des déformations en fonction des contraintes. Les gamma et tau, c'est facile de les inverser. Par contre, epsilon x, epsilon y et epsilon z, il faut que je les inverse pour retrouver sigma x, sigma y, sigma z en fonction de epsilon x, epsilon y et epsilon z. Cette nouvelle forme, on l'appelle la forme de Lamé, donc au nom de celui qui l'a déterminé. Donc, c'est les équations de Hooke sous la forme de Lamé. La démonstration, c'est simple. Il suffit que j'inverse cette partie-là pour inverser. Donc, je vais ajouter ici un moins nu sigma x et un plus nu sigma x. Je n'ai rien changé à l'égalité. J'ai ajouté un terme et j'ai retranché le même terme. Ça m'a donné cette nouvelle expression. Donc, après arrangement, cette nouvelle expression va devenir donc de ce type. Or, je sais que sigma x plus sigma y plus sigma z, c'est θ. Donc, théoriquement, on aura donc θ. Donc, on l'a vu, c'est E fois epsilon v sur 1 moins 2 nu. Si je remplace θ, j'aurai donc ce type d'équation qui est une équation de sigma x en fonction de
du cercle. Donc, sigma x, c'est E sur 1 plus nu epsilon x plus nu sur 1 plus nu fois θ. Et comme θ, j'ai dit, je vais la tirer d'ici. Si θ, donc à partir d'ici, je peux déterminer θ à partir de epsilon v. Donc, j'aurai toutes les expressions en fonction de epsilon. Et là, donc, vous voyez qu'on obtient une expression sigma x en fonction de epsilon x et en fonction de epsilon v qui est égal à epsilon x plus epsilon y plus epsilon z. Vous voyez, donc on a inversé maintenant et on obtient la contrainte en fonction de la déformation. Je refais la même chose pour sigma y et sigma z et on obtient donc les équations de Lamé qui sont des fois très pratiques parce que des fois on a la déformation et on cherche la contrainte d'une façon générale. Donc vous voyez que j'ai sigma x, sigma y et sigma z en fonction de epsilon v et epsilon x, epsilon y et epsilon z. Voilà. Donc, j'aurai les expressions des contraintes en fonction des déformations. Pour les taux, c'est simple. Donc, il suffit de les inverser. Et taux devient donc G gamma x, y, taux xz, G gamma xz, et taux yz, c'est G gamma yz. Donc là, je peux avoir une expression de sigma en fonction de epsilon de façon générale. Donc, vous voyez que c'est toujours nu E sur 1 moins 2 nu facteur de 1 plus nu, c'est une constante. Et E sur 1 plus 2 nu, si vous remarquez ça, c'est 2 fois G, parce qu'on a dit que G est égal le G que j'ai ici, donc le G que j'ai ici, d'une façon générale, celui-là, d'accord, c'est égal à E sur 2 facteurs de 1 plus nu. Donc celui-là, si vous voulez, c'est 2 fois G fois epsilon x. Donc, vous voyez que même en inversant sigma en fonction de epsilon, vous aurez toujours deux constantes, E et nu. Donc, on n'a pas changé les constantes, c'est toujours deux constantes E et nu. Monsieur Lamé, donc, a posé lambda est égal au premier terme. Donc, ça, on a dit, ça, c'est une constante, on l'a appelée lambda, et ça, c'est une autre constante qu'on a appelée 2J. Et donc, il a exprimé ces relations en fonction de lambda et 2J. Donc, en posant lambda comme celui-là, et G, on l'a connu le module de cisaillement, G est égal à E sur 1 plus nu, donc on obtient les équations de Lamé qui s'écrivent sous cette forme. Donc, vous voyez que même en utilisant lambda et G, j'aurai toujours deux constantes. Donc, je n'ai pas changé le nombre de constantes, c'est toujours deux. C'est soit lambda et G, soit E et nu. Et là, donc, vous avez l'expression finale de M. Lamé, qui est une loi de Hooke, qui est toujours une loi de Hooke. Donc, la dernière phase, c'est que maintenant, on peut toujours exprimer en volume la même chose, de façon à ce que les sigma maintenant seront en fonction de epsilon, V d'une façon générale. Et là, si je fais la somme sigma x plus sigma y plus sigma z. Donc, vous voyez, ici, si je fais cette somme-là, et si je fais la somme des trois membres des équations, on obtient le tenseur sigma x plus sigma y plus sigma z, 3 fois lambda, donc epsilon v, plus 2g, facteur de epsilon x plus epsilon y plus epsilon z. Or, epsilon x plus epsilon y plus epsilon z, celui-là, donc, c'est epsilon v, et ça me donne 3 lambda plus 2g epsilon v. D'accord? Donc, bien sûr, si vous remarquez cette relation-là, tant θ est égal à 3 lambda plus 2g epsilon v, je suis en train donc de revenir sur cette équation-là que j'ai inversée. C'est tout. C'est la même équation que j'ai inversée. Donc, vous voyez que en général, E sur 1 moins 2 nu, d'accord, c'est à peu près 3 lambda plus 2j. Et vous aurez donc la relation qu'on a déjà obtenue en inversant maintenant les contraintes. 3 lambda plus 2g fois epsilon. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? J'essaie de voir donc qui est-ce qui a demandé là. C'est bon?
Voilà, donc on peut continuer, si vous permettez. Alors, cette loi de Hooke, donc, θ est égal à 3 lambda plus 2g, on va la poser est égal à le 3 lambda plus 2g, on va la poser à 3k, et on a déjà vu ce coefficient, on a vu que ce coefficient, c'est un coefficient volumique qui s'intéresse beaucoup plus à la relation entre la trace du tenseur sigma et la déformation volumique de façon générale. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a toujours donc le E est nu, ou bien lambda et G. C'est la même chose. J'ai toujours deux constantes qui définissent la théorie de l'élasticité. Donc là, au lieu d'avoir les 36 constantes de théorique, j'ai que deux constantes maintenant d'une façon générale. Voilà. Donc là, je vais vous initier un petit peu à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On essaie de le voir sous forme indicielle ou bien sous forme matricielle. C'est une notation qui est très intéressante pour vous, puisqu'on l'utilise souvent dans l'analyse numérique, ce type de numérotation, surtout en éléments finis. Vous allez voir et vous allez rencontrer ces expressions-là en éléments finis dans les méthodes numériques d'une façon générale. C'est très pratique, c'est ce qu'on appelle la numérotation indicielle qui va vous permettre d'informatiser, si vous voulez, ces équations-là de façon simple. Donc, d'une façon générale, un tenseur de contrainte, on va l'écrire sigma ij est égal à un tenseur multiplié par le tenseur de déformation. On a vu que le tenseur de contrainte est d'ordre 3, le tenseur de déformation est d'ordre 3. Ce tenseur-là qui lie les deux, c'est un tenseur d'ordre 4 d'une façon générale. D'accord? Il ne faut pas se casser la tête avec ceci. Je préfère et je souhaite que vous reteniez le principe. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ces équations-là de Hooke qu'on a déjà définies. On va essayer de voir comment ils s'inscrivent, ou bien ils s'écrivent, sous forme indicielle. C'est ça ce qui m'intéresse. Donc là, bien sûr, le CIJK qui est un tenseur qui relie le tenseur de déformation, de contrainte partant au tenseur de déformation, c'est un tenseur qui doit être symétrique. On va le voir, c'est-à-dire il faut faire les permutations IJKL, JIKL, IJLK et JILK, et ainsi de suite. Donc les 4 types de permutations possibles. Donc là, je passe un petit peu les démonstrations, ce n'est pas intéressant. L'essentiel, c'est qu'on sait qu'un tenseur, n'importe quel tenseur isotropique, en général, n'importe quel tenseur isotropique d'ordre 4 peut être exprimé par la combinaison des trois tenseurs d'une façon générale. D'accord? Donc, je vais sauter tout ça et je vais l'appliquer ça pour le tenseur des contraintes, on l'a appelé T, et le tenseur de déformation, on l'a appelé epsilon. Il y a une relation entre les deux pour arriver donc, après démonstration, que sigma ij, c'est lambda delta ij epsilon v plus 2g epsilon ij. Ça, c'est l'équation de Lamé qu'on a trouvée parce que delta ij, bien sûr, vous reconnaîtrez un petit peu ce qu'on appelle le coefficient de Kronecker. Il est égal à 0 si i est différent de j et il est égal à 1 si i est égal à j. C'est tout. Et bien sûr, i prend la valeur de 1 à 3 et j prend la valeur de 1 à 3. Je répète, c'est une notation indicielle qui nous permet beaucoup plus de l'informatiser et de la numériser, si vous voulez, d'une façon générale. Donc, c'est pour ça qu'elle est utilisée d'une façon simple pour pouvoir généraliser. Donc, par exemple, si je prends sigma 1, 2, i est égal à 1 et j est égal à 2, d'accord? Ça veut dire sigma 1, 2 pour moi, c'est le taux XY. Sigma 1, 2, c'est le taux XY d'une façon générale. D'accord? Puisque taux XY, on l'a vu, qui est égal à 2G epsilon gamma XY, pardon, vous voyez que si je prends, ici, si I est différent de J, puisque I est égal à 1 et J est égal à 2, delta 1, 2 est égal à 0. Donc celui-là, pour 1, 2, il s'en va, il me reste taux XY qui est égal à 2G gamma XY. C'est ce qu'on a vu donc dans la loi de Hooke ou bien la loi de Lamé. Maintenant, si I est égal à J, par exemple, sigma 1, 1 pour moi c'est sigma X, delta 1, 1 est égal à 1, donc c'est lambda epsilon V plus 2G gamma
epsilon x d'une façon générale. Vous voyez, il suffit de remplacer d'une façon globale. Et là, donc, on l'a sous la forme matricielle. C'est celle-là que vous trouverez dans les logiciels d'éléments finis. C'est cette équation-là que vous allez trouver pour passer d'une déformation à une contrainte ou bien l'inverse. D'accord? Il y a des problèmes de notation utilisés. Donc, des fois, donc, on utilise T, des fois, on utilise sigma, mais c'est la même chose, donc, d'une façon générale. Donc, ça, c'est sigma en fonction de G. Si je l'écris sous forme matricielle, vous voyez que j'aurai, donc là, T11, c'est sigma X, T22, c'est sigma Y, T33, c'est sigma Z, T12, c'est tau XY, T13, c'est tau XZ, et T23, c'est tau YZ. Sachant que 1, c'est X, 2, c'est Y, et 3, c'est Z. Donc, vous voyez que je peux écrire ça sous forme matricielle de façon simple, puisque je peux écrire les équations de la May, sigma, en fonction de epsilon d'une façon générale. Maintenant, si j'inverse la loi de Hooke, j'obtiens donc cette expression-là 4,20, où j'aurai donc epsilon en fonction de sigma, et là, la même chose, j'aurai un sigma kk qui est égal à sigma 1,1 plus sigma 2,2 plus sigma 3,3, c'est sigma x plus sigma y plus sigma z. Donc, je répète, je voulais juste vous informer de ce type. Je ne veux pas vous casser la tête avec ces notations indicielles, mais il faut que vous sachiez que ça existe, ces types de notations, pour que vous puissiez numériser et aller vers un programme d'éléments finis de ce type-là. Voilà, donc je peux continuer, ainsi de suite. J'aurai epsilon en fonction donc de là, donc si vous voulez, l'expression finale epsilon 1 plus nu sur E. 1 plus nu sur E, bien sûr, c'est 1 sur 2G. Parce que G est égal à E sur 2 facteurs de 1 plus. Et nu sur E, delta II, sigma kk. Delta IJ, c'est toujours le Kronecker. Et sigma kk, c'est la somme, si vous voulez, sigma 1, 1 plus sigma 2, 2 plus sigma 3, 3. C'est sigma x plus sigma y plus sigma c. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les coefficients d'élasticité? Je répète, les coefficients d'élasticité, on n'a que deux. On a E et nu. D'accord? On va voir donc dans certains cas particuliers que veulent dire ces coefficients d'élasticité. Alors, premièrement, on prend le premier exemple, le tenseur des contraintes purement normales. Qu'est-ce que ça veut dire un tenseur de contraintes purement normal? C'est un tenseur où on n'a que la diagonale. Sigma x, sigma y et sigma z. Il ne faut pas confondre avec le tenseur sphérique. Le tenseur sphérique, si vous vous rappelez, on a dit que sigma x est égal à sigma y est égal à sigma z, qui est égal à sigma moyenne sur 3. Pardon, qui est égal à la somme sur 3, on l'appelait sigma moyenne. Donc, il ne faut pas la confondre. Un tenseur de contrainte purement normale, c'est un tenseur qui représente sigma x, sigma y, sigma z en diagonale, et que sigma x est différent de sigma y, différent de sigma z. Ce n'est pas un problème. Donc là, on peut le noter sigma ij est égal à tij. Pour les i est égal à j, c'est t11, t22, t33. Et si i est différent de j, bien sûr, les tij sont 0. Donc si 1, 2, par exemple, c'est xy, c'est 0. 1, 3, c'est xz, c'est 0. Et 2, 3, c'est yz, c'est 0. Donc tous les taux sont nuls, il ne reste que les signes. D'accord? Donc, je peux aller revenir à mon équation sigma ii est égal à, sigma ij, l'équation 4,17, sigma ij est égal à lambda delta ij epsilon v plus dg epsilon ij. D'accord? Et je peux remplacer maintenant sigma 1,1, sigma 2,2, sigma 3,3. D'accord? Les sigma ij i est différent de j, donc s'en va, et il ne reste donc que les sigma i. C'est les contraintes sigma x, sigma y et sigma z. Donc pour i est égal, différent de j, pardon, tij c'est 2 nu epsilon ij, d'accord? Avec tij qui est égal à 0, on aura epsilon ij est égal à 0. Donc là, si vous prenez cette expression-là, tij est égal à 2 nu epsilon ij pour i différent de j. Je reviens à mon équation 4,17. Vous voyez donc ici que si i est différent de j, celui-là c'est nul, et il ne me reste que celui-là d'une façon générale. Donc j'aurai mon expression tij est égal à 2 nu epsilon ij. Et comme tij c'est celle-là, donc c'est toujours 0, ça veut dire que epsilon ij est égal à 0.
D'accord? Donc, il me reste les T1, sigma X, sigma Y, sigma Z, que je vais appeler T11, T122 et T33. D'accord? Si je les remplace, donc, je vais obtenir sigma X, sigma 11, donc, c'est lambda epsilon 4 plus 2 nu epsilon 11. Ça va être donc celle-là, sigma X, qui est égale lambda epsilon V plus 2G epsilon X, selon notre numérotation. Et donc, si je remplace, j'aurai sigma II est égal lambda epsilon K plus 2G epsilon II. Ça veut dire que j'ai obtenu la déformation ici, la déformation ou bien la contrainte normale sigma X, sigma Y ou sigma Z, et j'ai essayé donc de voir un petit peu ce que ça me donne du point de vue epsilon IJ d'une façon donc en fonction de IJ. D'accord? Donc je reviens à recalculer I epsilon en fonction de sigma, sachant que je n'ai que I est égal à X, Y ou bien Z. Donc en faisant ça, on obtient, si vous voulez, cette expression-là qui est égale à epsilon IJ est égal à 1 plus nu sur E sigma IJ moins nu sur E delta IJ sigma K. D'accord? Alors, là, je viens donc à cette expression-là et je dis que j'obtiens 3 lambda plus 2 nu epsilon K. Deuxième exemple, c'est l'exemple de cisaillement simple. Ces 2 ou 3 exemples, je vous conseille, s'il vous plaît, de les faire chez vous. Essayez de les reprendre et vous allez voir donc qu'est-ce que vous obtenez. Est-ce qu'un tenseur de contrainte purement normal va vous donner un tenseur de déformation purement normal? C'est ce qu'on a déterminé. D'accord? Si j'ai un tenseur sigma X, sigma Y, sigma Z, je vais obtenir un tenseur epsilon X, epsilon Y et epsilon Z unique parce que les gammas sont. D'accord? Donc là, je vous conseille donc à refaire ces petits exemples pour retrouver la déformation à partir de la contrainte. Dans le cas d'un cisaillement simple, c'est quoi? C'est un cisaillement où, par exemple, le tenseur de contrainte est égal à uniquement tau xy. Si je suis, par exemple, dans le plan xy, je n'aurai que des taux xy ici et ici, taux xy, c'est un tenseur symétrique. Toutes les autres contraintes sont nulles. Donc, est-ce qu'un tenseur de contrainte de cisaillement va me donner uniquement les epsilon ici, comme en déformation, comme en contrainte, ou là, est-ce qu'il peut me donner quelque chose de différent? On va voir. Donc, il suffit d'inverser maintenant et de calculer les gamma ou bien les epsilon x, y d'une façon générale pour voir est-ce qu'on aura epsilon x, epsilon y, epsilon z est égal à 0 et seul gamma xy et gamma xy qui est différent de ça. Donc, on parle de l'équation classique de la main. Sigma est égal lambda epsilon v plus 2 nu epsilon x, d'accord? Pour I est égal à J, c'est-à-dire pour les 3 diagonales, il me reste que TIJ est égal à 2 nu epsilon IJ. Donc, vous voyez déjà que j'ai, dès le départ, tau xy qui est égal à 2 nu gamma xy, ou bien 2 nu epsilon xy. D'accord? Donc, vous voyez que finalement, je vais obtenir que des taux et bien sûr, les epsilon vont disparaître, c'est-à-dire qu'un tenseur de cisaillement simple va vous donner un tenseur de glissement simple. Et on n'aura que des gamma xy, gamma xz et gamma yz d'une façon générale. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? On peut continuer? OK. C'est bon, donc on peut continuer. Là, donc, je vais... Troisième exemple, c'est ce qu'on appelle un tenseur de contrainte uniaxiale. Un tenseur de contrainte uniaxiale, c'est simple, c'est ce qu'on appelle une traction simple, ou bien une compression simple, c'est-à-dire que toutes les contraintes sont nulles, sauf une. Par exemple, si je suis en X, c'est sigma X. Donc, toutes les contraintes tangentielles sont nulles d'abord,
et toutes les contraintes normales sont nulles, sauf une qui est celui de l'attraction. Est-ce que un spécimen soumis à une traction simple va se déformer uniquement dans cette direction-là? Bien sûr, vous allez me dire que M. Hooke a déjà démontré, on a utilisé déjà cet exemple pour dire que si je vais allonger sur une direction X, il va y avoir un allongement suivant une direction X et bien sûr deux rétrécissements suivant les directions Y et Z. Là, je suis sûr que si j'applique une traction sigma X, donc le tenseur, c'est uniquement celui-là, c'est ça le tenseur. Par contre, si je vais déterminer le tenseur de déformation, je suis sûr que je vais obtenir non seulement un allongement suivant X, mais deux rétrécissements suivant Y et suivant Z. Donc, ce qui est sûr déjà au départ, qu'un tenseur de contrainte axiale ne va pas donner un tenseur de déformation axiale pure. Il va donner une déformation suivant X et deux allongements suivant Y et suivant Z, ce qui veut dire j'aurai au moins les trois axes qui vont bouger en déformation. Et donc là, c'est ce qu'on a essayé de démontrer avec ces démonstrations-là. En partant de sigma X, je suis arrivé donc à dire qu'un tenseur de contrainte uniaxial, d'accord, ne peut pas donner forcément un tenseur de déformation axiale, puisque les epsilon Y et epsilon Z ne sont pas égales à 0 maintenant, mais ils dépendent de la contrainte sigma X qui est ici T1. D'accord. Donc, vous voyez que c'est des exemples-là qui vont vous permettre de comprendre un petit peu la relation entre la contrainte et la déformation d'une façon générale. Sous forme indicielle, sous forme matricielle ou bien sous forme d'équation simple, ça vous donne une idée comment un tenseur va générer, un tenseur de contrainte va générer un tenseur de déformation d'une façon simple. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez refaire ces trois exemples, d'accord, et je vous demanderai de me les écrire sous forme de travail et me l'envoyer donc en email, s'il vous plaît, pour pas dimanche, peut-être le mardi prochain, Inch'Allah. Bien sûr, chacun essaie d'écrire ces trois exemples chez lui. Je répète, on a une contrainte, un tenseur de contrainte, il faut me déterminer le tenseur de déformation qui est équivalent à ce tenseur de contrainte. Que ce soit donc, je répète, le cas de tenseur de contrainte purement normal, d'accord, sigma x, sigma y, sigma z, le tenseur de cisaillement simple et le tenseur de contrainte uniaxiale sigma x. D'accord. Donc, s'il vous plaît, ces trois exemples, vous essayez de les écrire et de me les envoyer en travail, si vous voulez, qu'on puisse voir un petit peu votre suivi. D'accord. Donc, entre parenthèses, il faut que ça soit personnel, n'essayez pas, donc ça c'est pour beaucoup plus à distance, et ça vous permet donc de suivre un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Donc, j'arrive maintenant à une relation entre E et nu et lambda et G. Ça, c'est vraiment simple. Je vais soit travailler en E et nu, soit travailler en G et lambda. Et donc, on a pu faire ces relations-là et on a pu déterminer une relation entre... Ça, c'est des relations que vous aurez peut-être besoin un jour en élément fini. Vous savez, pour nu c'est G pour nous. Hein. 1 plus mu, 1 plus nu sur E est égal à 1 sur 2 fois mu. Mu, c'est G pour nous. Ce mu, c'est le G, le glissement. Et nu sur E est égal à lambda sur 2G facteur de 3 lambda plus 2G. Ou bien, vous inversez. G, c'est E sur 2 facteur de 1 plus nu. E, c'est nu, c'est G facteur 3 lambda plus 2G sur lambda plus G. Et puis lambda, qu'on a défini les constantes de lambda. D'accord? Donc, je récapitule pour dire que seulement de ces paramètres ou bien de ces coefficients indépendants qu'on va utiliser dans le cas d'un solide isotrope élastique linéaire. D'accord? Je répète, soit E est nu, soit G est lambda, et là vous aurez uniquement deux constantes à utiliser dans la loi de Hooke de la théorie d'élasticité. Il y a un tableau, donc, il vous permet de résumer toutes ces relations-là. D'accord? C'est un tableau récapitulatif que vous pouvez utiliser dans n'importe quel logiciel, donc, sachant que j'ai dit mu, c'est égal à J. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais essayer de vérifier, donc.
Merci donc, merci. Alors, qu'est-ce qu'on aura par la suite? Alors, je pense que 5-10 minutes et on arrête. Donc, je pense qu'on a dépassé, ou bien on est dans les 30 minutes à peu près. Alors, on a vu la dernière fois que n'importe quel tenseur sigma peut être décomposé en tenseur sphérique et en tenseur déviatorique. N'importe quel tenseur epsilon, je peux le décomposer en déformation sphérique et déformation déviatorique. Donc, je rappelle, un tenseur sphérique, c'est un tenseur de contrainte sphérique, c'est un tenseur qui n'a que les éléments de la diagonale, et ces éléments de la diagonale sont les mêmes. C'est-à-dire, c'est un tenseur où on a sigma x, sigma y, sigma z qui sont égales, les taux sont nuls, et seulement sigma x, sigma y, sigma z sont égales, et elles sont égales à la contrainte moyenne sur trop. Pardon, à la contrainte moyenne qui est égale à la somme sigma x plus sigma y plus sigma z sur trop. C'est le tenseur sphérique. D'accord? Et on a donné beaucoup d'exemples sur le tenseur sphérique. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est le cas de la pression hydrostatique qui est constante dans n'importe quelle direction. C'est le cas du ballon que je gonfle et que j'ai donc une pression quelconque. Ça, c'est un tenseur sphérique. D'accord? Le tenseur déviatorique, qui n'est autre que le tenseur initial, sigma, moins le tenseur sphérique. La particularité du tenseur déviatorique, c'est que si vous calculez les éléments ou la somme des éléments de la diagonale, vous allez trouver 0. Donc, par définition, n'importe quel tenseur dont la trace, c'est-à-dire la somme des éléments de la diagonale, sont égales à 0, d'accord, va vous donner un tenseur sphérique. D'accord? Alors là, par exemple, j'aurai décomposé n'importe quel tenseur, que ce soit sigma ou l'epsilon. Est-ce que maintenant, un tenseur sphérique de contrainte vous donnera un tenseur sphérique de déformation? Est-ce qu'un tenseur déviatorique de contrainte vous donnera un tenseur déviatorique de déformation? C'est toujours la loi de Hooke, sauf que les tenseurs, c'est un peu spéciaux. Est-ce qu'un tenseur sphérique de contrainte vous donne un tenseur sphérique de déformation? Et est-ce qu'un tenseur sphérique, ou bien, pardon, de déviatorique de contrainte vous donne un tenseur déviatorique de déformation? D'accord? Là, c'est à peu près le but de cette, si vous voulez, cette démonstration. Sachant que T, c'est le sigma, T, c'est sigma S plus sigma D, et epsilon, c'est epsilon S plus epsilon D. D'accord? Il suffit de remplacer maintenant les expressions de sigma S et sigma D par la loi de Hooke classique. On aura donc epsilon KS plus epsilon KD plus 2 nu epsilon S plus epsilon D. Et donc, un tenseur sphérique de contrainte donne toujours un tenseur sphérique de déformation. Ça, c'est sûr. D'accord? Donc, si vous faites l'équivalence entre le TS-TD, vous aurez donc TS égale lambda epsilon KKS plus 2 nu epsilon S. Par identification, le TD qui est égal à 2 nu epsilon D, donc, va me donner cette partie-là par rapport à epsilon D. D'accord? Donc, là, ce qui est sur un tenseur sphérique de contrainte donne toujours un tenseur sphérique de déformation. D'accord? Et un tenseur déviatorique de déformation ou de contrainte vous donne un tenseur déviatorique de déformation. D'accord? Donc là, c'est toujours un petit exercice. Vous pouvez le vérifier chez vous au fur et à mesure. C'est clair? Alors, je termine avec un point qui est important maintenant. C'est, s'il n'y a pas donc de détails ou bien de questions donc à répondre, je vais vérifier donc. Je vais juste donc terminer mon cours avec un point important que beaucoup de nous essaient de le simplifier. C'est le cas de la température. Vous savez que la température, des fois, elle peut avoir une influence importante. D'accord? Imaginez que votre structure passe d'une température la nuit de moins 10 au jour, la journée, elle va passer à plus 15 ou plus 20. D'accord? C'est faisable. Et c'est très pratique. Vous pouvez avoir une température la nuit
très basse, d'accord, et une température le jour élevée, d'accord. Dans ce cas, oui, Hussein, Zian, vous avez levé la main? Hussein Din, M. Zian. Hussein Din. Je continue donc. J'ai dit, imaginez que votre il y a un problème donc. Imaginez que votre structure est soumise à une température de moins 10 la nuit jusqu'à donc le jour où il se lève à midi, elle sera de plus 15 ou plus 20. Ça arrive souvent dans les pays du Nord. Si vous prenez au Canada, donc la température, elle peut passer de moins 20 à plus 20 facilement. Et imaginez donc des structures comme des structures imaginez donc des structures comme, je dirais, des ponts, donc des structures de ponts, où, par exemple, la poutre du pont est une poutre en caisson donc métallique, et et, le, et le tablier, donc la dalle, est une dalle en béton armé, ce qu'on appelle les ponts mixtes, donc d'une façon générale, métallique, béton. Donc la poutre en bas, qui est une poutre importante en caisson, elle va être métallique, et imaginez donc une variation de température de moins 20 à plus 20. Vous imaginez, ça vous fera donc un delta T de 40 degrés qui se fait en une durée très courte. Donc, cet effet de température, en général, on ne l'a jamais négligé dans les pays du Nord. Et ça peut donner des déformations dues à la température, des déformations très importantes qui peuvent aller jusqu'à la ruine de la structure, jusqu'à détruire la structure. D'accord? Donc, c'est pour ça que la température, on la prend en considération lorsque le delta T est important. Maintenant, quelle est son influence, cette température? Vous avez appris il y a longtemps, donc il y a quelques années avant, que si je chauffe une barre en acier, bien sûr, cette barre en acier va se dilater. D'accord? Ça, c'est connu, c'est-à-dire qu'elle va se déformer beaucoup plus et s'allonger beaucoup plus suivant sa longueur. Et donc, cette dilatation, c'est une dilatation qui va affecter beaucoup plus des déformations longitudinales, alors que les déformations angulaires sont nulles dues à la température. Donc, c'est pour ça que si vous chauffez, vous aurez uniquement donc des déformations longitudinales avec des déformations transversales qui sont égales à 0. Ça, c'est les équations de Duhamel et Newman. Bien sûr, vous avez encore vu que la dilatation dépend du type de matériau. Un matériau en acier ne se dilate pas de la même manière qu'en cuivre ou bien en blanc ou bien ce que vous voulez. Donc, bien sûr, le matériau est connu par un coefficient de dilatation thermique linéaire qu'on appelle alpha de façon générale. Et donc, vous voyez que si je chauffe un matériau, il va se dilater suivant X, il va se dilater suivant Y, il va se dilater suivant Z, mais il ne va jamais toucher les variations des autres. D'accord? Et c'est pour ça donc que dans le tenseur des déformations dues à la température, on a epsilon x dû à la température, pardon, ça c'est epsilon y, ça c'est epsilon z qui est égal à alpha delta t. Pardon, ça c'est epsilon y et ça c'est epsilon z qui est égal à alpha delta t. Par contre, les trois contraintes, les trois déformations angulaires, gamma xy dû à la température, gamma xz dû à la température et gamma yz dû à la température sont toutes nulles et égales à 0. D'accord? Donc, vous voyez maintenant votre tenseur est simple, il n'y a que des déformations longitudinales dans le centre de tenseur. D'accord?
Maintenant, si j'ai les deux en même temps, si j'ai une force extérieure et si j'ai une température, il suffit de faire la superposition des deux. D'accord? Dans votre tenseur, que ce soit de contrainte ou là de déformation. Si j'ai une force extérieure, on a vu que les déformations dues à la force extérieure, c'est celle-là. C'est celle-là. Ça, c'est la force extérieure qui est une force de surface ou bien une force de volume. Epsilon x, c'est 1 sur E sigma x moins nu sigma y plus sigma z. D'accord? Si je fais la superposition des deux, j'ai juste ajouté alpha delta t. On a dit que je peux faire la somme puisque je suis dans la théorie des petites déformations. Et là, vous aurez donc devant vous la fameuse loi de Hooke lorsque j'ai des forces extérieures et une variation de température delta t. D'accord? Les équations sont des équations complètes. Je peux inverser ça et j'aurai les équations de Lamé. La même chose, donc vous voyez que j'ai un effet de la force extérieure, lambda V, epsilon V plus dg epsilon x, et un effet donc de la température où j'ai le coefficient alpha qui va rentrer en jeu. D'accord? Donc vous voyez que seuls sigma x, sigma y, sigma z sont affectés par delta t, tau xy, tau xz, tau yz, il n'y a pas d'effet de delta t. Voilà, je préfère donc m'arrêter ici. Je vous remercie et je peux vous donner la parole si vous voulez donc intervenir ou bien s'il y a des questions donc de façon générale concernant cette partie. Vous aurez toujours